Salut, salut. Salut. On est là pour parler d'un truc qui m'intéresse pas. De l'équipe préférée de Jérém, on va parler aujourd'hui. Non, je rigole. Quand je dis qui m'intéresse pas, c'est surtout le titre qui Purple m'intéresse and pas. Gold. Quand on dit les Lakers futurs champions, on n'en est pas encore là. Calmez vos signes, tout ça, tout ça. Ça va venir, mais on va essayer de vous présenter un nouveau petit podcast sur les Lakers avec l'arrivée notamment de Doncic et on reparle de tout ça juste après le générique. Comme on vient de vous dire, on est là pour parler des Los Angeles De Lakers. la plus grande franchise de la NBA. Juste derrière Boston, de toute façon, le nombre de titres. Ça va être un épisode compliqué pour Jérém de faire cet épisode Non. avec objectivité. Toujours objectif, toujours objectif. Non, en vrai, il y a beaucoup de mieux depuis l'arrivée de Doncic et même un peu avant ça, chez les Lakers. Et ça s'explique déjà principalement par le classement. On a vu une équipe qui est passée de 9e à l'ouest et qui est remontée jusqu'à la 2e place à l'heure où on fait ce podcast. Ouais. Donc déjà, première chose, c'est qu'il y a une amélioration, forcément. On Ouais, ça, sait que c'est clairement serré, traduit on sait que- sur le classement. Voilà. On sait que ça se joue à très peu de matchs et encore maintenant ça commence à se détacher. Mhm. Mais il y a déjà du mieux avec l'équipe des Lakers. Je sais pas si t'as un truc en particulier déjà à annoncer, quoi. Ouais, bah, moi vraiment, ce qui m'a assez surpris, c'est le côté, ils sont beaucoup moins mid que ce qu'on pensait. En tout cas, en début de saison, on les voyait tous les deux aux alentours de la 7e place, on va dire, pour faire une moyenne. Ils ont fait un bon début de saison, correct, quoi. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis, bon, il y a eu cet événement, le transfert de Luka qui change absolument tout, même si c'est bien de préciser, comme tu l'as fait, que l'embellie avait commencé avant le transfert. Mais justement, on s'est dit, est-ce que ça va pas venir casser toute cette dynamique? Et Ça aurait pu, hein. il y avait quand Ça même- aurait pu, clairement. Voilà. C'était tellement un gros changement en termes de style de jeu que ça aurait pu changer. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'observateurs qui, quand on faisait un peu la balance, comme on l'avait pu le faire, de qui a remporté le trade ou pas, on disait peut-être que pour la saison actuelle, c'est Dallas qui a gagné le trade, mais sur le long terme, ça va être les Lakers. Et Bon, pour je l'instant, crois c'est que Pour l'instant, on est plutôt sur un... je crois qu'entre-temps, Sur un- le karma s'est occupé de Nico Harrison. Et Je sais pas que, si... voilà. Ouais, pourtant, lui, il a essayé de bien faire les choses. Il a essayé de bien Lui, faire il a les choses. essayé. C'est vraiment pas dit, je détruis l'équipe. Enfin, je pense pas. Hein. Non, je pense Ce pense serait pas. dommage. Il a essayé de réussir quand même ce transfert. Et c'est vrai que quand tu compares les deux dynamiques, Clairement. c'est De très toute façon, compliqué. vous avez le classement là, des Mavs qui s'affiche aussi, parce qu'on est allé Ouais. jusqu'au 10e, qui sont du coup actuellement 10e et qui ont passé un bilan négatif. On sait qu'il y a eu d'autres choses Et qui- derrière, la blessure de Ouais. Davis, la blessure de Irving, etc. On n'est pas là pour parler des Mavs, mais déjà les Non, mais on Lakers, sent que il y ça a va un continuer bilan de positif, mais quand même réellement positif. On est à 40-22 aujourd'hui. Il y a quand même une très nette progression. Et comme on disait, au-delà de ça, même un peu avant l'arrivée de Doncic, il y avait déjà progression et mise en place d'un collectif, etc. Donc franchement, c'est tout bénef pour les Lakers pour l'instant, quoi. Moi, je pense que ce qui en a choqué plus d'un, et nous y compris, c'est que si on veut commencer par un point, on va essayer de détailler un peu ce qui fait que les Lakers vont aussi bien en ce moment, même si ils viennent de perdre contre Boston et qu'en plus de ça, LeBron s'est blessé. Je pense qu'on peut mettre en avant leur défense. Depuis Ouais. 10-15 matchs, c'est la meilleure défense de la ligue. En termes de ratio, etc., avec OKC. C'est quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qui était attendu. Tout le monde s'est dit « Ah ouais, mais comment ils vont faire pour défendre avec un 5 où il y a Reeves, Doncic
Et même LeBron qui est régulièrement décrié ces derniers temps en disant qu'il laisse tomber la défense. En plus de ça, sans avoir de pivot défensif, parce que c'est ce qui était annoncé pour j'allais Hayes. dire, en plus, Voilà. ils perdent Anthony Davis, et genre, Leur meilleur défenseur. qui était considéré, je pense à juste titre, de toute façon, Oui, totalement. comme étant leur meilleur défenseur. Et ils arrivent malgré tout en defensive rating. Bon, alors il y a plusieurs stats qui rentrent là-dedans, mais à être numéro 1 sur les 15 derniers matchs. Et ça, c'est ouf. Alors, dans les 15 derniers matchs, oui, je crois qu'il en reste 2 ou 3 où il y a encore Anthony Davis, puisque c'était un peu avant le All-Star Break. Ouais. Mais même si tu parles depuis le départ, en gros, ça fait 12 matchs qu'ils jouent sans lui, et malgré tout, ils sont toujours premiers de ce defensive rating, avec la reprise des pourcentages défensifs au rebond, des interceptions, blocs, etc., et des points sur les pertes de balles. Il y a un peu tout ça qui rentre en jeu. Mais c'est clair que c'est pas là où on attend les Lakers, et encore moins maintenant, enfin, si tu regardes sur le papier, comme tu disais, avec un Luka Doncic, un Austin avec Reeves, l'effectif actuel, etc. Après, il y a un gros boulot défensif de Jared Vanderbilt, quand même, qui est fait, et de manière collective, du coup, pour le coup, parce que chaque joueur pris individuellement ne fera pas un bon défenseur, enfin, on parlera pas de lui pour ses qualités premières en défense, en tout cas. Ouais, c'est clair que on le sait, quand il y a des transferts comme ça, souvent ça impacte, les mecs ont envie de mieux faire, de bien faire pour faciliter l'intégration et puis pour qu'il y ait les résultats qui suivent et dire bah si, regardez, ça reste une équipe cohérente, mais ça a été bien au-delà de ça. Après moi je pense que ce qui a été un petit peu sous-estimé, c'est que dans cette équipe, pas les joueurs majeurs, mais le reste, c'est des bons défenseurs. Finney-Smith, c'est un bon défenseur. Vanderbilt, c'est un bon défenseur. On a Gabe Vincent qui revient à son niveau qu'il pouvait quasiment avoir quand il était au Heat. C'est un bon défenseur. Et en fait, tous ces mecs-là, accumulés, avec Rui Hachimura aussi, qui se mettent autour des autres et qui se mettent au travail. Et en fait, finalement, même Hayes, il n'est pas négatif en défense, tu vois. Et je pense, dans tous les joueurs que je viens de citer, s'il y a un truc qui ressort un petit peu et qui, je pense, on a vraiment sous-estimé ce truc-là, c'est que, ok, il n'y a pas d'intérieur de métier, mais en fait, par contre, tout le reste de l'effectif, c'est archi physique, à part Austin Reeves et Gabe Vincent, mais les mecs, ils font tous 2,05 m. Enfin, je veux dire, il n'y a que des grands. Tous les joueurs que je viens de citer, Finney-Smith, Vanderbilt, etc., c'est des mecs grands et physiques. Alors, c'est pas des big men, mais par contre, quand ils sont sur le terrain, c'est une équipe physique. Non, après, enfin, big man, oui, mais après, Jackson Hayes, je pense qu'il y a encore du perfectionnement, et je pense qu'il peut ne pas être si mauvais que ça, en tout cas, sous forme d'intérim, on peut dire, parce qu'on sait qu'il y a eu le flop du transfert de Dalton Connect, et comme on l'avait évoqué, moi je pense qu'au final, c'est peut-être un mal pour un bien sur du long terme. Parce que... Peut-être que ça aurait pas changé assez de choses pour justifier le transfert de Knecht. Ouais, et en plus, on a encore vu là sur les derniers matchs, il fait des gros matchs, il fait ce qu'on lui demande, c'est shooter à 3 points. Mais pour un rookie, je pense qu'il va pouvoir leur apporter pas mal de choses sur l'avenir, et que les Lakers ont éventuellement une meilleure chance de recruter un pivot sur une signature en agent libre ou chose comme ça, ou même sur le recrutement, ou sur même un rookie. En fait, il va encore prendre de la valeur si après tu veux l'utiliser en monnaie d'échange, par exemple, tu vois. Et même lui, tu vois, puisqu'on fait un arrêt sur lui, c'est pas un bon défenseur, ok, mais lui aussi c'est un joueur qui est grand, qui est physique, clairement, tu vois. Tout ça, je trouve que ça participe en fait au fait que les Lakers soient vraiment efficaces en défense. Après, au-delà de ça, bon, ça c'est aussi souvent le cas quand le transfert vient d'être fait et tout ça, mais je sais pas si toi ça t'a fait ce sentiment-là. Je crois que j'ai regardé tous les matchs depuis que Luka est arrivé. Moi, je vois une équipe qui joue avec le sourire et qui se fait confiance, tu vois. Il y a toujours l'extra passe supplémentaire. C'est beaucoup plus fluide, c'est peut-être attendu avec
le fait que Luka soit un playmaker incroyable, etc. Ouais, mais on aurait pu se dire que ça allait mettre du temps. Mais ça aurait pu mettre beaucoup plus de temps. Tu vois, Ça a fonctionné avec les deux assez rapidement. Donc, bon, quand on parle des deux, on parle de LeBron et Doncic, forcément. Mais c'est vrai que ça a fonctionné rapidement. Et au final, le ballon est partagé par des mecs qui ont besoin de l'avoir. LeBron moins, je pense, du fait de son il est expérience, capable de jouer etc. ça. Ouais. Et voilà. Et pour le coup, c'est vrai que ça a fonctionné rapidement, le recrutement de Doncic et la mise, bon, bien sûr, dans le 5 de départ, c'était une évidence, mais à l'intégration, en tout cas, a été plutôt rapide et fonctionne même en termes de résultats, au-delà de fonctionner sur 2-3 actions, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que, comme tu disais, ça pouvait sembler un petit peu logique parce que, bon, bah, t'as l'arrivée de Luka, donc clairement, t'as 2 des 5 joueurs qui ont le meilleur QI basket de la ligue, hein, à peu près. Enfin, je pense que c'est assez facile de les mettre dans ce classement-là. Malgré tout, c'est des joueurs, comme tu dis, qui monopolisent beaucoup le ballon. On dit souvent que 2 joueurs intelligents arrivent toujours à jouer ensemble. Je pense que des fois, c'est un peu faussé, cette expression. Ne pas forcément être vrai. Voilà. C'est ça. J'ai pas. En plus, si je peux avoir. je dis pas que Luka n'est pas intelligent, mais on sait qu'il peut vite vriller, ne serait-ce que par rapport à l'arbitrage ou choses comme ça. Ouais. Donc certes, en termes de jeu, bien sûr, c'est qu'il y a de l'intelligence dans de jeu, intelligent dans le jeu, ouais, c'est clair. Mais qui peut être un peu contrecarré avec voilà, des petits dérapages quand il se concentre un peu trop sur l'arbitre, et même LeBron d'ailleurs, que des fois il est axé qui parle beaucoup sur son arbitrage, etc. Je suis d'accord. Sauf que lui, il arrive à rester un peu plus focus, quoi, on va dire, même quand il le fait. Il est quand même plus reconnu, ne serait-ce que par l'arbitrage. Donc on va dire, il a un peu des passes droits et qui peut un peu plus discuter avec un arbitrage sur une action ou sur une autre, quoi. C'est clair. Après, je pense que tu as commencé à l'aborder aussi, ce qui fait la force de cette mise en place-là. C'est encore une fois, alors c'est pas pour tout le temps lui jeter des fleurs, mais en fait, LeBron a été archi intelligent en fait, dans l'arrivée de Luka, parce que le premier match, ils ont fait un peu semblant, le deuxième, ok, et puis le troisième, bah en fait, ça y est, c'est Luka qui a le plus souvent la balle sur la mise en place du jeu, en première intention, en tout cas, c'est lui qui a la balle en premier, parfois Austin Reeves, et en fait, LeBron s'est décalé assez naturellement dans l'aile, rapidement, et du coup, bah, il utilise son énergie pour finir, pour se lâcher, pour jouer les contre-attaques. Ça fait 3 saisons qu'on dit aux Lakers il faudrait un deuxième porteur de balle, c'est pas suffisant. Quand LeBron a besoin de se reposer, etc., ils avaient essayé avec Westbrook, mais ça fonctionnait pas, etc. Bon, bah là, en fait, on t'a pas ramené un deuxième porteur de balle. On t'a ramené un porteur de balle numéro 1. Et en gros, quand Luka est pas là, bah, LeBron prend le relais, ou alors sur certaines actions, il se relaie, même avec Austin Reeves, par exemple. Mais ça, je trouve que ça a été super intelligent de sa part, quoi. Bah, il y a beaucoup plus effectivement de switch possible. En tout cas, on sait que bien sûr ils débutent ensemble, etc. Et les fins de match se jouent ensemble. Mais en termes de rotation, c'est beaucoup plus souple. Et en fait, tu constatais. D'ailleurs, LeBron sort avant Luka. Dans le premier quart-temps, Luka sort quasiment pas, alors que LeBron, à chaque fois, à 4-5 minutes de la fin du premier quart-temps, il sort. Et tu voyais une énorme différence en fait quand LeBron sortait et qu'il n'était plus sur le terrain. Maintenant qu'il y a un deuxième mec qui fait jouer son équipe, la différence est beaucoup plus faible et limite, c'est ça. Je sais pas si je peux dire il y en a pas, mais du coup c'est beaucoup plus stable tout au long du match, et du coup l'effectif et l'entrée de la seconde unité est du coup beaucoup plus apprécié par le reste de l'équipe, et du coup permet davantage de jouer effectivement avec les 6-7e hommes de l'effectif, quoi. Donc, et ça, je pense que tu vois, c'est un crédit qu'on peut accorder à Redick, c'est-à-dire que il a réussi à mettre ça en place quasiment, on va dire, du jour au lendemain, à l'instaurer instantanément, où en fait, comme tu dis, on a rarement LeBron et Luka qui sont pas là en même temps.
Donc rapidement, ça s'est mis en place de ok, c'est LeBron qui sort en premier, Luka un peu plus jeune joue plus longtemps et du coup permet de finir la fin du quart-temps. Quand ça arrive, t'arrives ce qui est sur le terrain ou Vitsen qui prennent un peu le lead en termes de meneur. Mais du coup, je trouve que ce crédit-là, on peut vraiment l'accorder à JJ Redick de se dire ok, bah c'est quand même quelque chose qui, à mon sens, en fait, ce qui se passe actuellement aux Lakers, c'est du jamais vu pour LeBron. Il n'a jamais été le deuxième porteur de balle de son équipe. Il a eu des mecs forts qui portaient la balle, quand il a joué avec Wade, quand il a joué avec Irving, mais c'était lui le créateur initial des attaques, tu vois. Aujourd'hui, il a basculé tout de suite, entre guillemets, au second rang, hein, si on peut appeler ça comme ça, en termes de création, je veux dire. Et Redick a tout de suite trouvé la façon d'articuler ce truc-là et d'articuler, comme tu dis, des 5 différents. Et du coup, en fait, tous les mecs profitent. Jackson Hayes, tu le vois se régaler. Dalton Connect, il rentre, il a carte blanche pour prendre des shoots. Dorian Finney-Smith, il est dans le 5, il est remplaçant, c'est pareil, tu le vois qu'il se régale. Et ça, je trouve qu'on peut vraiment accorder du crédit à ce coach rookie, pour le coup, d'avoir réussi à mettre ça en place aussi rapidement, quoi. C'est là où je voulais revenir. Ce qui est fort, c'est que l'interrogation quand t'arrives JJ Redick, c'est qu'il a jamais coaché en tant que head coach une équipe. Et c'est vrai. C'est plus ou moins sous-entendu que c'est LeBron qui l'a ramené parce qu'ils sont amis, etc. Et que c'est lui qui va coacher, comme d'habitude. Qui a de fortes chances d'ailleurs, de toute façon, qu'il ait été pris en partie à cause de ça. Le truc, c'est que ça fonctionne. Alors, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Ok, il a fallu le temps de mettre un peu en place au début de saison, etc. Ok, ils ont l'arrivée de Doncic une nouvelle fois, mais l'effectif tournait déjà mieux depuis début janvier, on va dire, même s'il y a des ratés, etc. Mais il y avait déjà mieux, il y avait une force de coaching qui avait été déjà mis en place par JJ Redick. Et ça, pour le coup, il faut lui accorder, à mon sens, assez de crédit, parce que il a su remettre en place et ramener des joueurs qu'on attendait déjà l'année précédente, notamment Gabe Vincent, qui n'avait rien à faire, qui avait été gêné par les blessures, etc., on est d'accord, mais qui n'avait pas du tout su s'intégrer à l'effectif. Qui n'avait pas eu cet impact-là. Ils sont intégrés. Au-delà de ça, comme on disait un peu, Dorian Finney-Smith qui est arrivé, le Jared Vanderbilt qui fait des entrées, franchement, qui sont pas négligeables défensivement et même sur les impacts athlétiques, quoi. Donc franchement, c'est top la mise en place de JJ Redick et ce qu'il a su faire avec l'effectif qu'on lui a donné. Donc franchement, faut lui accorder du crédit, je pense. C'est clair. Et en plus, je sais pas, il y a des trucs où moi, ça me semble assez parlant visuellement. Déjà, t'as l'impression comme s'il coachait depuis longtemps. Tu vois, quand tu le vois, il a pas l'air de... il est pas inquiet. En tout cas, je sais pas si on peut dire d'apparence, tu vois. Voilà, c'est ça. Et j'ai aussi l'impression que ça fait longtemps que LeBron n'a pas accordé en fait lui-même autant de crédit à son coach. J'ai l'impression que LeBron est coaché il se met aujourd'hui. Plus en retrait, voilà, c'est ça, il se met plus en retrait. Il accepte entre guillemets le changement, enfin le fait de sortir plus souvent peut-être. Après, forcément, il y a une question d'âge malgré tout, même si bien sûr, on parle plus de longévité pour LeBron parce que voilà. Ouais. Mais oui, il y a une forme d'acceptation. Alors, est-ce que de nouveau c'est le fait de leur entente au préalable qui a facilité les choses et qu'il accepte plus facilement? Peut-être, mais en tout cas, c'est dire la critique, mais en tout cas, c'est bénéfique pour les Lakers. Et tant mieux pour eux. Et en plus, comme on l'a vu là, c'est génial de revoir des équipes comme ça au top niveau, puisque forcément, là, on a vu l'attrait qu'il y avait, ne serait-ce que pour le match des Celtics face aux Lakers. Ouais, de ouf. Qui était un peu retombé ces dernières années, même s'il y avait toujours une forme de classique dans ce match. Mais là, qui était beaucoup plus... Ouais, mais c'est toujours ça quand t'as une équipe qui est... Ouais. Alors, quand t'as une équipe qui est trop basse par rapport à l'autre. Ouais. Mais les deux sont classés deuxième de leur conférence. Donc forcément, t'as un attrait supplémentaire à regarder ce match et qui était top au final. Là, parce que les Celtics ont gagné. Tout à fait. C'est pour ça que je suis parti me coucher avant. Le match était franchement très sympa. Ouais. Non, mais franchement, c'est vraiment bien. Et je trouve que il y a même des trucs qui se voient sur des
sur des trucs qui peuvent paraître bêtes comme ça, mais tu vois les passes que Jokic fait quand il récupère un rebond et qu'il envoie un touchdown, comme ils aiment bien dire, un attaquant qui a joué la carotte de l'autre côté et qui est parti en contre-attaque. Et ben avant, c'était LeBron qui était à l'initiative de cette passe-là. Maintenant, quand il y a un shoot, LeBron sprint vers le panier adverse parce que Luka est un bon rebondeur défensif et du coup tu le vois une fois ou deux par match et t'as Luka qui balance limite il reste de l'autre côté du terrain et il attend voilà la passe, et il attend, il récupère et puis en 1 contre 1 LeBron lancé, personne arrête sans faire faute au minimum, donc personne arrête tout court, mais au pire tu fais faute et du coup ça fonctionne à chaque fois. Pour insister un peu sur le côté de ces deux joueurs qui sont utiles l'un pour l'autre, il n'y a jamais eu dans leur carrière respective, même s'il y en a un qui a une carrière beaucoup plus longue que l'autre, ces mecs-là, ils ont toujours été défendus par le meilleur défenseur de l'équipe adverse. Aujourd'hui, en fait, tu fais un choix, mais à un moment donné, sauf si t'es OKC, t'en as forcément un des deux qui est défendu par ton deuxième meilleur défenseur. Et du coup, l'autre se régale. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est un peu la raison des formations des Big Three qu'on a eu pendant plusieurs années. C'est répartir les défenses sur les différentes stars et qui, du coup, sont bénéfiques pour l'une ou pour l'autre, parce que il y a forcément des défenseurs moins bons. Alors, comme tu disais, il y a des équipes qui ont pas mal de défenseurs comme OKC et qui leur poseront très probablement problème s'ils se rendent c'est clair. En play-off à l'avenir, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une libération de LeBron James qui pouvait sembler non nécessaire si tu prends le fait qu'il ait 40 ans, sauf que je crois qu'il n'a jamais été aussi fort qu'avant, en tout cas en termes de stats. Donc voilà, il y a une éternelle puissance de LeBron, et du coup avec l'arrivée de Doncic, qui est du coup bénéfique dès cette année, et le point d'interrogation qui était sur le fait d'avoir un pivot conséquent, entre guillemets, pour l'instant ils arrivent à combler le vide par le reste de l'effectif, et ils ont malgré tout un 5 de départ qui est très, très correct et qui donne envie à beaucoup d'équipes. Ouais, ça c'est sûr. Je pense que les limites, effectivement, dont tu commençais à parler, qui risquent de se poser, se poseront en play-off. Effectivement, si tu en viens à rencontrer des équipes, je pense, avec un pivot qui a du talent, plus qu'un pivot physique. Par exemple, tu vois, je les vois moins être... C'est pas qu'il a pas de talent, mais je les vois moins être embêtés par un Zubac que par un Şengün, par exemple, tu vois. Parce qu'en fait, si le pivot est un peu créateur, ça va être plus dur pour eux de le cadrer. Alors Jokic, je t'en parle pas. En plus, c'est un petit peu les dernières choses qui se sont passées entre les Nuggets et les Lakers les dernières saisons. Ça leur a pas tant réussi que ça, mais... Après, je comprends ce que tu dis en termes de créateur. Le truc, c'est que, par rapport à celui que tu as évoqué, Zubac, etc., malgré tout, c'est un mec qui va pouvoir mettre des points dans la peinture, etc., et qui va peut-être leur causer du tort là-dessus. Ils auront peut-être plus de mal, effectivement, contre un pivot créateur. Bon, bien sûr, on n'est pas sur le même niveau qu'un Nikola Jokic, etc., mais ne serait-ce que le fait déjà d'avoir un pivot correct, je pense que déjà ils auront plus de mal. Sur une série, en plus, ça risque d'être long, parce que les coachs adverses vont trouver le moyen d'exploiter, en fait, ces failles-là. C'est ça. Là, on a vu, pour reprendre le dernier exemple, Boston, qui joue avec un pivot d'expérience, mais qui n'est pas fort en taille. Il n'y a pas eu de domination particulière avec Al Horford, parce que Porzingis n'a pas joué, etc. Mais s'ils tombent contre des mecs avec des pivots vraiment plus forts en taille et qui ont un vrai impact dans l'équipe, parce qu'on sait que le premier impact de Boston n'est pas Al Horford, même si il fait toujours des bons matchs, etc. Mais ça pourrait leur poser problème, en tout cas en termes de play-off, d'autant plus, comme on disait là, sur des séries avec des matchs répétés contre la même équipe. Donc ils vont exploiter cette faille, à mon sens, et trouver comment l'exploiter surtout, quoi. Autre chose qui risque de leur poser problème, et ça a un petit peu
mal commencé parce qu'on s'attendait pas à ce que LeBron soit en plus blessé, mais c'est le calendrier du mois de mars et du mois d'avril aussi d'ailleurs, qui a été décrété comme tu sais, ils aiment bien faire ça aux États-Unis, là, qui a le calendrier le plus dur, etc. Les Lakers ressortaient souvent de ça. Ils sont dans un gros road trip, justement, où ils ont perdu contre Boston. Est-ce qu'ils ont tout intérêt à précipiter le retour de LeBron ? Plutôt prendre son temps et tant pis, on verra où on finit et on jouera de toute façon avec nos forces. Ouais. Tu vois, j'irais pas précipiter un retour parce que une nouvelle fois, hein, il a su le but c'est d'être prolonger là sa au carrière, playoff. voilà. Ouais. Mais il a 40 piges, donc chaque blessure va l'handicaper peut-être un peu plus longtemps. On a vu là que c'était une blessure à l'aine qu'il a subie là, donc, du coup contre Boston. On parle d'une à 2 semaines d'absence. Effectivement, ils ont un calendrier qui est annoncé comme très difficile. J'irais pas non plus précipiter vers un retour une nouvelle fois. En plus, t'as un effectif, je sais pas si on peut dire complet, mais qui peut quand même compenser un petit C'est peu ce et que qui j'allais peut peut-être dire. te tirer avec 1 ou 2 victoires, redescendre un peu au classement. Malgré tout, le classement, comme on l'a aussi évoqué, il s'est un petit peu... C'est plus comme il y a 1 ou 2 mois où tu perdais une fois et tu passais de la 2e à la 8e Oui. place. Il y a un peu C'est plus en train de d'écart se qui s'est stabiliser, créé. quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, bon, je pense qu'ils... Enfin, de toute façon, ils sont pas partis pour faire ça, mais cette blessure, ils risquent de la soigner correctement et d'attendre un retour pour y aller le plus loin possible. Et comme Ouais. l'est évoqué dans ce titre, c'est... Peuvent-ils être champions, en gros? C'est l'objectif, en tout cas, vu ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Luka. On pouvait se C'était dire... peut-être, voilà, ça, c'est peut-être pas ce qui était voilà. attendu au moment du transfert. Ouais. Maintenant, ils Je suis peuvent d'accord avec s'interroger, ça. en tout cas. Ouais. Pour juste faire un point rapide sur le... Parce qu'on vous parlait du mois de mars et de début avril. Donc là, ils viennent de jouer New York. Ils avaient gagné. Ils ont perdu contre Boston. Ensuite, ils jouent les Nets. Bon, ça va. Ensuite, ils jouent les Bucks, les Nuggets, les Suns. Bon, en ce moment, c'est pas trop dur de battre les Suns, normalement. Les Spurs qui sont diminués. Ils rejouent les Nuggets, ils rejouent les Bucks. Et ensuite, Bulls, Magic, Pacers, Bulls, Grizzlies, Rockets, Warriors, les Pels. Back-to-back contre le Thunder. Dallas qui est vraiment diminué. Et après, ils finissent par Houston et Portland avant les playoffs ou le play-in, selon comment ça se passe. Bon, normalement, ça devrait pas redescendre aussi bas, mais ils vont avoir des vraies confrontations où, du coup, Luka va être tout seul suite à la blessure de LeBron. Je pense que ça va... Alors, peut-être que sur le coup, le fait d'avoir Luka va suffire, en fait, à gagner des matchs dans cette série-là, même contre certains gros, je pense. Par contre, j'ai peur que ça leur desserve pour les playoffs en termes d'automatisme. Ça risque, oui, de les perturber sur le... comme tu dis, parce qu'ils vont avoir de nouveau un temps d'adaptation avec le retour de LeBron. Ouais. Et effectivement, sur ces automatismes qui commencent à être mis en place, même si on l'a déjà dit, il y a eu déjà quelque chose de concret qui avait été créé. Malgré tout, voilà. À voir pour les playoffs, combien ils terminent déjà, les oppositions qu'ils vont avoir. Ouais. Et c'est sûr que là, c'est un vrai coup de frein dans leur série de victoires. Dans la course, ouais. Qu'ils avaient, et la course au meilleur classement possible pour essayer d'avoir l'avantage du terrain sur le reste de la saison, quoi. Ouais. Bah, avant Boston, j'avais vu passer cette stat-là. On a publié un article il y a quelques temps sur les Knicks qui battent aucune grosse équipe. Alors, on avait pris les top 3, je crois, hein, c'était des équipes et qu'ils étaient en 7-0 contre ces équipes-là. Là, en prenant un peu plus large, les Lakers, contre les équipes qui étaient en positif avant le match contre Boston, donc ceux qui avaient plus de 50% de victoire, ils étaient à 15-0. Donc ça veut dire qu'en fait, sur ces matchs-là, contre ces équipes-là,
il faisait le job. Après, selon les périodes, il y a des équipes qui étaient en négatif, qui sont repassées en positif et vice-versa. Mais en tout cas, au moment où ils les ont joués, à chaque fois qu'ils ont affronté des équipes qui étaient en positif ces derniers temps, ils étaient à 15-0. Donc c'est plutôt rassurant. Et après, pour la suite, ce qu'on disait pour les automatismes, ce qui peut être rassurant, c'est le fait que l'alchimie avait vite fonctionné. Et donc, bon, même si LeBron va être blessé quelques semaines, comme tu as dit, il y avait quelque chose de concret qui s'était mis en place. Et ça peut peut-être, entre guillemets, reprendre là où ça s'était arrêté quand LeBron va revenir, quoi. Ouais. C'est sûr que ça devrait revenir assez rapidement au niveau des automatismes. Effectivement, ce qui est avantageux pour eux, enfin, comme tu l'as dit là, sur les stats, c'est que en playoff, t'es censé jouer les meilleures équipes de la ligue, et eux, pour le coup, ils ont réussi à trouver les moyens de gagner contre ces meilleures équipes. Contre ces équipes-là. On sait que les Lakers, c'est Lakers Showtime, etc. Et que, de toute façon, ça a toujours été pour ça que ça a été mis en avant, etc. Et c'est top de les revoir à ce niveau, et en tout cas parce qu'ils vont quasi à coup sûr faire les playoffs sans passer par le play-in. Ouais. Si la blessure de LeBron ne les handicape pas trop. Ne dure pas trop, et ouais, exactement. Et pour le coup, ouais, franchement, après, on peut même parler, effectivement, comme là, on l'a évoqué plus ou moins, une chance de titre. Hein. Franchement, c'est peut-être un peu exagéré, mais en même ça temps, peut poser des problèmes à ouais. pas mal d'équipes. Hein. À pas mal d'équipes. Justement, notamment avec les deux joueurs qu'il faut contenir, et ouais. il faut avoir les moyens défensifs, en tout cas, de les contenir. On sait que l'année dernière, justement, pour parler des deux joueurs, on avait fait, et on refera cette année, des previews par série. On a réfléchi un petit peu au format, enfin bref, ça on vous en reparlera. Où c'est souvent important de dire c'est qui les deux meilleurs joueurs de la série. Bah en fait, il va pas y avoir beaucoup d'équipes qui vont avoir des meilleurs joueurs dans une série contre les Lakers, en fait. Bah, qu'on en deux meilleurs, non. Tu vois, c'est dans ce sens-là que... On peut dire OK ici avec Jalen Williams et Shai Gilgeous. Voilà. Et encore, on peut discuter déjà. Ça se discute. Sur un, peut-être pas, mais sur deux, pourquoi pas. Oui, sur Shai, il n'y a pas de souci. Après, tu le mets clairement sur la saison, c'est un peu kiff-kiff. On peut accepter. Après, Denver, il n'y en a qu'un. Enfin, deux meilleurs en tout cas. Ils ont d'autres joueurs, mais... Oui, mais qui rentrent dans cette discussion des deux meilleurs joueurs de la série. Ouais. Et voilà, d'autres équipes après qui reviennent par rapport au classement. On a les Grizzlies, Ja Morant, Jared Jackson. C'est pas de ce niveau-là pour moi. Voilà, faut que ce soit top niveau. Et après les Warriors qui sont dans le milieu avec. Pour moi, c'est eux après qui peuvent débattre. Voilà. C'est ça. Et Minnesota qui a toujours le point d'interrogation s'ils ont un effectif complet et plus avantageux. Et les Clippers, malheureusement, qui vont un petit peu mieux avec la blessure de Norman Powell et du coup James Harden qui est scellé. On a vu un retour de Kawhi Leonard qui est assez peu convaincant, même s'il y a eu un shoot au buzzer hier, un peu comme... Ouais, il a fait un bon match hier, Comme celui quand il était à Toronto, qui rebondit un peu partout. Mais il était pas à 3 points cette fois-ci. Mais... Ouais. Mais bon, voilà. Je pense en tout cas qu'ils vont assez facilement se classer dans les playoffs et passer un ou deux premiers tours s'ils ont un classement avantageux, ça c'est sûr. Si on fait le petit jeu qu'on avait fait avec Houston, en espérant ne pas les faire descendre aussi bas, aujourd'hui, si la saison s'arrêtait maintenant, les Lakers joueraient Minnesota. Qui sort du premier tour? Les Lakers. Ouais, franchement, aussi, je pense qu'ils sortent les Wolves. Avec un effectif complet, oui, je pense que les Wolves se vont sortir. Il faut quand même qu'on ait une série où on va retrouver LeBron contre les Warriors à un moment donné. Je sais pas... Ça serait intéressant. Bah, après, mais il faut qu'on l'ait. À une victoire près, on peut retrouver LeBron contre les Warriors directement, dès le premier tour. Dès le premier tour.
Ça peut Ça, être ce serait beau pour le- sacré premier tour. Parce Ouais. qu'on sait que c'est un peu les dernières campagnes de playoff de LeBron ou de Steph Curry. Donc franchement, c'est sûr que c'est des séries que t'aurais envie de voir dès le début, et encore mieux en fin de playoff sur des Ouais, demi-finales, voire deuxième finale de tour, conf en demi-finale. fonction des classements, mais c'est sûr que c'est des oppositions que t'aimerais voir tous les jours. De ouf. Ou sinon contre Phoenix. Pardon. Désolé Phoenix. Phoenix, Catastrophique. pardon, non, parce qu'on s'est arrêté à 10ème dans le classement. Bah oui. Donc Non, c'est pour ça que je les voyais pas. C'est pour ça qu'on je voyais pas sur l'écran. Ouais. En tout cas, vraiment intéressant, pressé d'arriver en playoff. J'ai presque envie de sauter la fin de saison, mais bon. Ça Il va arrive falloir, vite, pour les ça jeux de arrive classement, bah on a vu, hein, là c'est passé super vite le troisième quart-temps de la saison d'ailleurs, vite. et le prochain épisode qui va arriver. Juste une petite stat que je voulais te citer parce que je sais qu'elle va te faire plaisir. La dernière fois que les Lakers ont fait 20 victoires en 24 matchs, c'était sur la saison 2019-2020. Et ensuite, ils ont été champions, évidemment. Oui. Oui. Donc, Ensuite, rendez-vous en Covid, finale. Les champions derrière un écran, Oh, non, des non, champions ça- de Touquet. C'est un titre Ça qui n'a compte rien pas. à voir. Ça Il n'a devrait rien être à annulé, voir. celui-là. Justement, c'était le plus dur à gagner, tout le monde l'a dit, parce qu'il fallait être focus, il n'y avait pas d'histoire de public. T'es obligé d'être n'en focus, t'es déplaise dans à une bulle. certains. Tu fais que jouer au basket. Ouais, mais Jimmy Butler, il faisait des cafés pendant ce temps-là, tu vois. Eux, ils sont restés focus. Donc, rendez-vous en playoff. Rendez-vous en playoff à coup sûr, et puis rendez-vous en finale. Peut-être. Déjà, s'ils arrivent en finale contre... D'ailleurs, Ouais. s'ils finissent deuxième, ils pourront pas faire de finale de conf contre OKC. Bah si. Ah oui, parce que ça Ils se... iront en finale ouais, de conf contre OKC. Justement parce qu'ils sont à l'opposé du classement et ça serait... ouais. qui pourront s'affronter si tous les deux vont jusqu'au bout, quoi. Si tous les deux vont jusqu'au bout. Il Mais faudra pas que... entre-temps, il y aura un OKC Denver flop. quelque part et... ça peut C'est poser c'est plus ça qui est inquiétant pour les Lakers, c'est de croiser la route Je sais pas de Denver à un moment donné. Ils doivent prier pour pas retomber contre eux au premier tour parce que je pense qu'ils en peuvent plus de voir Jokic en playoff et Jamal Murray qui retrouve ses jambes dans les money time. dans les Laisse tomber. dernières séries, ouais, c'est clair. Exactement. En tout cas, comme on vous l'a dit, la fin de saison va passer très vite. On arrive avec le prochain épisode, le troisième quart-temps, le récap du troisième quart-temps de la saison. Et puis avec plein d'autres choses sur Instagram, sur YouTube, comme d'habitude. On est là sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On vous voit, ceux qui regardent, qui commentent pas, qui likent pas, qui s'abonnent pas. On voit tout ce qui se passe. Regardez juste, vous likez pas. Ah Et Ah, là, pas la tête. et là, vous retenez de liker, ça c'est pas correct. On se retrouve bientôt sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt, ciao.